Monsieur le ministre, bonjour, mes chers collègues. La séance est reprise. L'ordre du jour appelle désormais la discussion de la proposition de loi constitutionnelle visant à instaurer un droit de révocation des élus. La parole est à monsieur Alexis Corbière, rapporteur de la commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l'administration générale de la République. Monsieur Corbière, c'est à vous. Merci, Monsieur le Président, Monsieur le Ministre. Et j'enlève mon masque, pardon, puisqu'ici c'est autorisé. Monsieur le Ministre, mes chers collègues, un des principes exprimés à l'article 2 de notre Constitution dit que le gouvernement est du peuple, par le peuple, pour le peuple, par le peuple. Vaste discussion pour savoir comment cette affirmation s'exprime au mieux. Le grand Jaurès, Jean Jaurès, disait « Nous avons conquis le suffrage universel, il nous reste à conquérir la souveraineté populaire. » Et tout est là. Chacun sait bien qu'il ne suffit pas d'en rester au constat que le suffrage universel étant là pour qu'il soit la meilleure expression de la souveraineté populaire. La présente proposition de loi que je vous présente vise précisément à donner une réalité légale aux mots de Jaurès en instaurant le droit, par les citoyens, les électeurs, le droit de révoquer les élus, afin que l'expression de la volonté du peuple ne se réduise pas seulement au simple fait de glisser un bulletin dans l'urne à l'occasion d'une échéance électorale et de ne plus disposer de droit d'intervention entre deux échéances électorales. La Ve République, rappelons-le, fondée sous la menace d'un coup d'État, a fêté dernièrement ses 60 ans. Mais ce système est profondément en crise. Et refuser de le voir, refuser d'agir pour changer, met en péril en vérité l'idée même de la République. Aux élections législatives de 2017, dont nous sommes tous issus, près d'un électeur sur deux n'est pas allé voter. D'autres échéances électorales ont suivi qui ont confirmé cette tendance lourde. 70% d'abstention à l'occasion des élections régionales. 70% d'abstention à l'occasion des élections municipales. Dans de pareilles circonstances, où est la volonté du peuple? Le principe que les élus seraient représentés et seraient l'expression de ce par le peuple et pour le peuple. Pouvons-nous continuer à ignorer cette insurrection froide contre les institutions et les vagues sanitaires n'ont fait qu'amplifier ce mouvement. Donc soyons attentifs à ce qu'aujourd'hui, nos concitoyens considèrent, de plus en plus nombreux, que ce système démocratique est bloqué. Et il faut trouver une réponse, car sinon, l'expression des violences inacceptables qui ont eu lieu dernièrement sont aussi la manifestation de ce blocage. Il faut donc trouver des modes pacifiques, des droits nouveaux donnés à nos concitoyens, afin que ce blocage ne s'exprime pas une fois de plus par des menaces, des violences, menaces de mort, dont certains d'entre nous ont été la cible, dont votre serviteur, mais aussi nombre de députés insoumis, et je sais beaucoup de députés, notamment de la majorité. À 90 jours de la présidentielle, la proposition que j'ai l'honneur de porter vise à répondre à cette situation politique identifiée, celle de l'urgence démocratique. Les électeurs doivent disposer de droits nouveaux afin qu'ils puissent contrôler leurs mandataires, afin que nous passions de cette culture d'une forme de défiance à une culture de contrôle des citoyens sur ceux qui sont leurs représentants. La présente loi est donc fondée sur ce constat. Le droit de révoquer est une des solutions, et peut-être la solution centrale, qui pourrait redonner le goût d'aller voter et qui marquerait la fin actuellement d'une forme d'impunité politique, à commencer par celle du président de la République, qui constitutionnellement est irresponsable devant les électeurs et devant l'Assemblée nationale. Précisément, le droit de révoquer que nous vous proposons n'est pas la marque d'une irresponsabilité ou d'une instabilité, mais au contraire, celle de donner plus de responsabilité au peuple et de renforcer le lien entre les représentants et les représentés, et selon nous, redonnerait plus de solidité, car l'instabilité est là. Qu'est-ce que l'instabilité? Chacun connaît le phénomène physique. Est instable un meuble qui repose
sur un faible socle, une faible base. Et comment ne pas voir la faiblesse de la base sociale électorale quand, comme je l'ai dit, près de 30% de nos concitoyens, seulement 30%, vont voter. C'est donc la fin de cette irresponsabilité, à commencer par celle du président de la République. J'y reviendrai tout à l'heure. Cette proposition n'est pas une position marginale. Elle a déjà recueilli, à l'occasion de scrutins, près de 7 millions de voix, portées par le candidat Jean-Luc Mélenchon lors de la dernière élection. Elle est soutenue par 75% de nos concitoyens quand ils sont interrogés à l'occasion de différentes enquêtes d'opinion. Et en votant pour cette proposition, nous donnerions donc un nouveau droit démocratique qui favoriserait l'implication des électeurs et renforcerait le lien avec les élus. Actuellement réduit au simple rôle de spectateur, il est finalement ramené à une forme de minorité civique, alors que nous voulons faire de lui un acteur permanent de la vie politique. Nous voulons faire de lui le souverain toujours, en toutes circonstances, et pas seulement, comme je l'ai dit, une fois tous les 5 ans. Il s'agit de créer un cercle vertueux où le souverain, le peuple, garderait le contrôle sur ceux qui les représentent. Cela s'appliquerait, j'y reviens, à l'ensemble des mandats, et notamment au mandat du président de la République, qui actuellement n'a de compte à rendre à personne et peut parfois bafouer, dévoyer ses propres engagements. Cela ne s'applique pas seulement au président actuel. Le mal vient de loin, j'en veux pour différentes manifestations, notamment la profonde blessure démocratique qui s'était exprimée le 29 mai 2005, quand la majorité du peuple s'était exprimée en disant non à un traité constitutionnel, mais que par la suite cela lui a été imposé. Donc la blessure est là. C'est ce droit de contrôle que nous voulons renforcer. Les collègues nous répondent qu'actuellement, il y aurait une forme d'instabilité, je l'ai dit, qui serait renforcée, je crois avoir répondu, qu'actuellement cela créerait un système chaotique, mais je répète que le chaos est là, quand les 2/3 des électeurs ne viennent pas voter. Ils craignent effectivement que cela donnerait la place à des lobbies, c'est ce que j'ai entendu en commission, minoritaires, qui pourraient peser sur les élus. Mais comment ne pas constater que nous-mêmes, moi-même, vous-même, vous êtes seulement élus, parfois par seulement 20% des électeurs inscrits de vos circonscriptions. Nous ne sommes plus l'expression d'une part majoritaire du nombre d'électeurs inscrits. Et nous ne pouvons pas nous résoudre à cette situation. Notre Constitution souhaite qu'aucune section du peuple, comme elle dit, ne puisse exercer une tyrannie sur le reste, mais actuellement c'est une section minoritaire souvent qui a voté pour ceux qui exercent des responsabilités. Donc si nous voulons discuter d'abord et avant tout aujourd'hui du principe de la révocation, c'est que nous pensons que cela donnerait un souffle nouveau à nos institutions, mais bien sûr nous le pensons dans une réforme plus générale en réalité qui serait issue d'une assemblée constituante dans le cadre d'une 6e République. Même si cela s'inscrit dans un projet plus général, nous voulons aujourd'hui en débattre avec vous. La possibilité donc de prendre des décisions aujourd'hui, telles que nous le déciderions, nos droits de révoquer, n'est pas une remise en cause ou une façon d'appliquer le mandat impératif. J'y reviendrai tout à l'heure dans les débats. Non, pas du tout. Le mandat impératif n'est pas au cœur de ma proposition. J'y suis personnellement défavorable. C'est une autre idée. On peut très bien, et je le souhaite, que les élus puissent délibérer et prendre des décisions éventuellement qui ne faisaient pas partie de leur programme. Mais à tout moment, ils doivent rendre des comptes à ceux qui sont, une fois de plus, non mandataires, c'est-à-dire le peuple. Notre proposition, finalement, c'est quoi? C'est la possibilité de créer une forme de droit qui permettrait qu'à partir du tiers du début du mandat, on puisse actionner un référendum révocatoire à partir du moment où un seuil représentatif des électeurs le souhaite. Ce seuil représentatif serait fixé dans le cadre d'une loi organique qui suivrait. On peut discuter, peut-être que ce sera le cas à l'occasion du débat qui suivra, à combien doit s'élever ce seuil, 5%, 10%, 15%. Là est une discussion d'ordre technique. Mais c'est le principe de cette possibilité de révoquer dont nous voulons débattre avec vous. Cela pourrait s'actionner à partir du premier tiers du début du mandat et nous ne sommes pas favorables à ce qu'il puisse être actionné dans la dernière année du mandat afin de ne pas créer un système d'élection permanente. Mais qu'il y ait, je le répète, cette possibilité démocratique que le peuple puisse intervenir et puisse éventuellement reprendre ce qu'il a donné. Cette proposition s'inscrit en vérité dans notre histoire nationale. N'allez pas chercher des exemples internationaux qui nous auraient inspirés. Pour ceux qui connaissent l'histoire de France, le président Mélenchon en a parlé tout à l'heure en évoquant la Révolution française, mais le droit au rappel des élus était notamment existait dans les différentes assemblées délibératives, les assemblées communales durant le Moyen-Âge, étaient au cœur notamment de certaines propositions dans les districts de la Révolution française, a été longuement discutée à l'occasion de la Révolution française par nos prédécesseurs. C'était aussi une proposition qui a circulé durant tout le XIXe siècle, qui s'est exprimée à l'occasion de la Commune de Paris, qui a été discutée notamment par beaucoup de nos concitoyens. Je pense au grand Louis Blanc, Auguste Blanqui, qui donnent les noms à des boulevards français, mais qui étaient des partisans farouches et des grands républicains
du droit de révoquer les élus. C'est aussi un droit qui existe dans beaucoup d'autres pays, 3 pays andins, dans 60% des États des États-Unis, dans beaucoup de pays qui nous sont voisins et assez comparables. Encore dernièrement au Royaume-Uni, nos collègues, suite à différentes crises, ont mis en place une forme de possibilité de révoquer les élus. Donc c'est non en rien quelque chose qui est inapplicable, cela existe déjà, ce n'est en rien quelque chose qui est exotique, étranger à notre histoire nationale, c'est tout l'inverse. Je crois qu'il est temps de discuter de cela, il est temps de dire chacun d'entre nous que, comme députés, nous accepterions le principe de la révocabilité. Non pas que nous souhaitons évidemment que cela s'applique. Je peux comprendre que nous agirions de telle façon que nous ne soyons pas en situation de pouvoir être soumis à un référendum révocatoire, mais le fait de le dire, le fait de donner ce droit, permettrait, je le répète, d'avoir des relations plus vertueuses avec ceux dont nous sommes les représentants. Je veux évidemment terminer, puisque le temps en est là, pour rappeler que, en acceptant le principe que nous vous proposons, je crois que nous serions fidèles à ce qu'exprime l'article 15 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789, qui dit que la société a le droit de demander compte à tout agent public. Eh bien, c'est cela que nous vous disons. Les citoyens doivent pouvoir demander des comptes, doivent pouvoir éventuellement, dans des conditions telles que c'est défini dans nos textes, dire que telle personne qui les représentait, ils ne souhaitent plus que ce soit le cas, de le révoquer, afin que toujours, en toute situation, en toutes circonstances, c'est le peuple qui soit le souverain et que nous ne soyons pas dans une situation où des institutions permettent de gouverner contre lui, à distance de lui. Et c'est précisément en votant cette loi que nous renouerons avec la grande promesse républicaine. Merci. Merci beaucoup. Monsieur le rapporteur Corbière, la parole est désormais à monsieur Éric Dupond-Moretti, garde des Sceaux, ministre de la Justice. Monsieur le Président, Monsieur le rapporteur Corbière, Mesdames, Messieurs les députés, la participation de nos concitoyens à la vie démocratique de ce pays, c'est évidemment un débat d'importance. Je ne vous surprendrai pas, Monsieur le rapporteur, si je vous dis que, en ce qui concerne le constat, la désaffection de nos compatriotes à la vie politique, l'abstention, je partage évidemment tout ce que vous dites. Et non seulement je le partage, mais je le déplore. Ce que vous nous proposez, très clairement, c'est passer d'une démocratie représentative au mandat impératif. Merci, Monsieur le Président. Alors, en tant que garde des Sceaux, je veux vous rappeler que nos institutions démocratiques reposent sur l'expression régulière et libre du peuple. Je veux également vous rappeler que, et c'est très simple au fond, ces règles ont été faites pour organiser un gouvernement du peuple, par le peuple et pour le peuple. C'est le principe même de la démocratie, il est inscrit à l'article 2 de notre Constitution. Puisqu'on en est sur les textes, l'article 15 de la Déclaration s'applique aux fonctionnaires et pas aux élus. Je tiens à vous le rappeler, c'est une inadvertance qui s'est glissée dans votre discours, mais au fond, ça n'est pas bien grave. Je l'ai dit et je n'ignore rien de la désaffection de nos concitoyens pour la vie politique. Elle s'est notamment traduite par une abstention massive lors de toutes les dernières échéances électorales. Mais au-delà du constat partagé par votre groupe, monsieur le rapporteur Corbière, vous nous avez réunis ce matin pour débattre d'une proposition qui vise, selon vous, à répondre à cette crise de confiance. Et vous souhaitez un droit de révocation des élus locaux, parlementaires, président de la République, en cours de mandat, qui interviendrait à l'issue d'un référendum d'initiative citoyenne. Malheureusement, et c'est là où je ne vous suis plus, il fallait que je m'arrête en bon chemin, je ne suis pas du tout certain que votre solution apporte une réponse efficace à la situation que nous connaissons. Et pire encore, monsieur le rapporteur, je crains qu'elle ne l'aggrave et porte atteinte fatalement
au principe essentiel qui sous-tend notre République, celui de la représentativité. Car si la souveraineté nationale appartient au peuple, celui-ci l'exerce notamment par ses représentants. C'est l'héritage direct de la Révolution. C'est la démocratie représentative, c'est-à-dire la désignation par le peuple de représentants chargés en son nom de faire la loi qui s'applique à tous, et ce, naturellement, dans un temps limité. La légitimité de ces représentants réside en ce qu'ils sont dépositaires de la souveraineté populaire par les suffrages qu'ils ont reçus, mais surtout en ce qu'elle est régulièrement, et j'insiste, monsieur le rapporteur, sur ce mot, remise en jeu pour qu'en toutes circonstances, le dernier mot revienne au peuple. Dans le système actuel, vous êtes élu, vous avez un mandat d'une durée déterminée. À l'issue de ce temps, soit vous décidez, ça arrive parfois, de ne plus vous représenter, soit vous décidez d'appeler à nouveau les suffrages de vos compatriotes, dans votre circonscription par exemple, au régional, au national, rira bien qui rira le dernier. Et pardonnez-moi de vous dire, mais Monsieur Bernalicis, je pensais que vous étiez apaisé. Vous l'avez dit devant un témoin de grande qualité. Restons calmes, aimables, rediffusez à l'envi cette jolie vidéo qui nous unit dans une musique romantique de la meilleure facture. Donc je termine. Vous souhaitez donc vous représenter, et puis au fond c'est là qu'intervient ou pas la sanction. Ou nos compatriotes sont contents de ce que vous avez fait et vous êtes réélus, ou ils ne sont pas contents et ils vous le disent. Pas plus compliqué que ça. Les représentants qui sont élus doivent alors disposer des moyens de gouverner ou de voter la loi conformément à leur programme, sous peine de trahir le processus démocratique. Et pour ça, les élus disposent de ce laps de temps déterminé au cours duquel leur est confiée la conduite de la politique de la nation ou le vote de la loi. Et pendant ce laps de temps, il est absolument indispensable que les élus puissent agir pleinement en vertu des pouvoirs qui leur sont confiés démocratiquement. Je veux illustrer mon propos. Le président de la République n'est pas candidat à ce stade. Imaginons que je décide de voter pour le président Mélenchon. L'imaginaire, au fond, est le dernier refuge de la liberté. Imaginons que le citoyen que je suis aime l'une de vos mesures, mais considère les autres, au fond, comme superfétatoires. Vous exercez votre mandat, vous faites passer ce texte que j'appelais de mes vœux, et puis dès que vous abordez les autres, je viens m'inscrire dans un référendum pour que vous ne puissiez plus continuer. Mais pardonnez-moi, ce serait une indescriptible pagaille. Et oui, et c'est précisément pour cette raison que depuis la Révolution, le mandat impératif est interdit. C'est un acquis qui n'a jamais été remis en cause dans notre histoire démocratique. Et il en va de même, d'ailleurs, de façon plus générale, du régime représentatif. C'est notre Constitution qui rappelle que ce processus repose sur une confiance accordée à l'élu pour, et c'est ce qui nous distingue, la durée de son mandat. L'élu est légitime parce qu'il est élu pour la durée de son mandat. C'est pléonasmique, c'est tautologique, mais il convient, me semble-t-il, de le rappeler. Or, c'est précisément ce que viendrait démolir votre proposition de loi, puisqu'elle reviendrait, au fond, à placer les élus sous la menace de minorités agissantes. Vous avez évoqué les lobbies. Ces minorités qui défendent leurs intérêts propres pourraient alors déclencher à l'encontre des élus qui ne satisferaient pas à leurs revendications des référendums révocatoires. Avec cette loi, les élus seraient présumés, au fond, illégitimes, en même temps qu'incapables de se déterminer en leur âme et conscience à œuvrer dans l'intérêt général. Ce serait en fait la paralysie démocratique organisée, une vie publique mêlée de suspicion et de défiance institutionnalisée. Et quand on voit les atteintes récurrentes aux élus, moi je me dis
qu'il ne faut surtout pas aggraver la situation. Comment prendre alors les décisions difficiles, mais pourtant indispensables dans l'intérêt général? Comment, dans ces conditions, réformer contre l'opinion publique? Monsieur le Président Mélenchon, un président courageux aurait-il pu, avec cette loi que vous appelez de vos vœux, faire voter l'abolition de la peine de mort? Non. Et vous le savez bien, puisque quand ce texte a été voté, l'opinion publique était contre. On peut tous les grands textes sociétaux, se sont tous, je suis excessif. Beaucoup de grands textes sociétaux qui aujourd'hui sont considérés comme des acquis fondamentaux n'auraient pas pu être votés avec votre système. Parce que nous faisons ici la loi, je veux aussi vous dire que votre proposition comporte des imprécisions qui créeraient une insécurité juridique dommageable pour nos institutions. D'abord, le texte ne précise pas les motifs pour lesquels un élu pourrait être révoqué. Quand même. Ah ben non, mais pardonnez-moi, vous dites non, c'est quand même extrêmement important. Je note toutefois que votre texte cite l'exemple du recall américain, qui, outre le fait qu'il n'aboutit presque jamais, permet la révocation d'un élu pour des motifs bien plus divers que le seul non-respect de ses engagements électoraux. Et s'agissant plus spécifiquement des sénateurs, alors la procédure envisagée apparaît particulièrement inadaptée. Je rappelle que les sénateurs ne sont pas élus directement par les citoyens, mais par un collège de grands électeurs. En vérité, pour juger du sérieux de votre réforme, il aurait fallu nous présenter conjointement aujourd'hui votre loi constitutionnelle et votre loi organique, car en l'état, c'est le flou qui entoure ce texte. Et ce flou laisse entrevoir une application particulièrement complexe, et je le dis avec beaucoup de liberté, particulièrement bancale. En somme, c'est un travail inachevé pour un affichage de campagne électorale, peut-être, je n'ose le penser, je le susurre, je le suggère. Vous l'aurez compris, je suis défavorable à cette proposition parce que je crois, en l'occurrence, que ce matin, votre remède est pire que le mal. Il faut se méfier des solutions simplistes, doublées parfois d'un peu de démagogie. Simpliste d'abord parce que vous nous dites en somme, vous n'êtes pas content de l'élection, révoquez l'élu. Eh bien non. Et dans une démocratie représentative comme l'est la France, depuis qu'elle est république, on élit des représentants, ils gouvernent pendant un temps donné et on les juge à l'élection suivante. Elle est un peu démagogique ensuite, pour ne pas dire démagogique, mais je veux être agréable, car je vous dis attention, attention à ce que vos propres réformes ne se retournent pas contre vous. Et je le dis notamment, Monsieur le Président Mélenchon, très amicalement. Franchement, je vous pose la question. Quelle utilité de voter pour la France insoumise si, une fois élue, elle était empêchée par votre référendum révocatoire de faire ce pourquoi elle a été élue? Tant d'efforts pour arriver au pouvoir et un référendum révocatoire, d'autant que, pardonnez-moi, votre programme est un peu, si je puis me permettre, révolutionnaire, disruptif. Qu'à un moment, voyez-vous, parce que le temps fait son œuvre, le peuple ne suivra pas toutes vos mesures, ou alors vous seriez le seul pouvoir et le seul gouvernement qui n'a jamais rencontré de difficultés avec le peuple qui l'a élu. Tant d'efforts pour un mandat si court, monsieur le rapporteur. Franchement, avez-vous le goût de l'effort inutile? Je ne crois pas. Alors, mais je l'exprime ici, mais je l'exprime avec beaucoup de délicatesse, vous savez que vous n'arriverez pas au pouvoir. Et donc, au fond, c'est pour entraver le pouvoir des autres que vous envisagez ce texte. Bon, en quelque sorte, vous nous préparez une société de l'élection permanente qui, je vous mets en garde, ne serait pas sans conséquence non plus sur le sens que l'on va donner à son vote lorsque l'on ira voter. Des élections à répétition avant même que les mandats ne se terminent viendraient à l'évidence affaiblir l'essence même du vote de nos concitoyens. Mais à quoi bon voter si dans 6 mois je dois revoter alors que le candidat n'a même pas eu le temps d'appliquer son programme? Monsieur le rapporteur,
qui trop étreint, mal embrasse. Je l'ai dit, moi, je partage votre constat, mais en réalité, le sujet n'est pas de créer un pseudo-droit nouveau, celui de révoquer les élus, mais bien de tout faire pour inciter nos concitoyens à user d'un droit pas si ancien que cela, et pas présent dans tous les pays le droit de voter. Tout simplement le droit de voter. Alors il faut avoir, semble-t-il, beaucoup d'humilité en la matière, et puis l'alchimie sur laquelle repose le bon fonctionnement d'une démocratie, ça n'est pas aisé et surtout ça n'est pas figé. Les élections, elles sont indispensables, mais elles ne suffisent pas, elles ne suffisent plus. Il faut sans cesse évoluer pour faire vivre notre démocratie. Et c'est ce que l'on a fait durant ce quinquennat, avec les lois confiance dans la vie publique ou encore l'abaissement du seuil requis pour pétitionner auprès du CESE, 150 000 signataires âgés de 16 ans et plus. Nous avons rendu cet hommage citoyen à la jeunesse qui le mérite. Et puis c'est ce que nous avons fait avec les exercices démocratiques totalement inédits, tels que le grand débat national, la Convention citoyenne pour le climat, et nous sommes en train de le faire encore avec les États généraux de la justice. Donner plus directement la parole à nos concitoyens sans mettre à mal les prérogatives de leurs représentants. C'est aussi, mesdames et messieurs, ce que nous avons voulu faire avec la révision constitutionnelle de 2019. Souvenez-vous, elle portait une série de mesures particulièrement innovantes pour raviver notre vie démocratique, mais le Sénat n'a pas vu cette réforme d'un bon œil. Je pense en particulier à la mise en œuvre du service national universel pour renforcer l'engagement de la jeunesse dans la vie de la cité. Je pense encore à la création d'un titre dédié à la participation citoyenne dans la Constitution, qui devait élargir le champ du référendum à l'article 11, qui devait abaisser les seuils nécessaires au déclenchement du référendum. Les débats qui entoureront l'élection présidentielle permettront, je l'espère, j'en suis convaincu, de traiter de ces enjeux cruciaux pour notre jeunesse et l'avenir de notre démocratie. Nous ferons d'ailleurs tout pour qu'un maximum de Français participent à ce grand rendez-vous. C'est pour cela que dès ce mois-ci, nous déployons 2 campagnes de communication dont le but est d'une part d'inciter nos compatriotes à s'inscrire sur les listes électorales et d'autre part pour les convaincre de se déplacer à l'occasion des élections présidentielles au mois d'avril prochain. Car c'est bien là le rôle indispensable des élections régulières, aborder les grands défis qui se posent à nous et les trancher démocratiquement. Vous l'avez compris, ce gouvernement n'est pas prêt à remettre en cause ce principe aussi simple qu'efficace. Mesdames et messieurs les députés, avis défavorable. Merci beaucoup, Monsieur le Ministre. Mes chers collègues, la discussion générale sur ce texte se déroulera à l'occasion de la prochaine séance qui aura lieu cet après-midi à 15 h avec l'examen de la suite de la proposition de loi sur le droit de révocation des élus, puis l'examen des autres propositions de loi déposées par le groupe de la France Insoumise, à savoir la nationalisation des sociétés d'autoroutes, l'interdiction du glyphosate, la légalisation du cannabis, la réhabilitation des militaires fusillés pour l'exemple durant la Première Guerre mondiale et l'abrogation des régimes sanitaires d'exception, ce qui nous permettra de finir la journée avec la proposition de résolution sur le retrait de la France de l'OTAN. La séance est levée. La séance est ouverte. Madame la ministre, chers collègues, l'ordre du jour appelle la suite de la discussion de la proposition de loi constitutionnelle visant à instaurer un droit de révocation des élus. Et nous en sommes à la discussion générale, en commençant par l'intervention de Madame Sabine Rubin pour la France Insoumise, et pour une durée de 10 minutes, chers collègues. Bonjour. Madame la ministre, cher rapporteur, chers collègues, le peuple anglais pense être libre, il se trompe fort, il ne l'est que durant l'élection des membres du Parlement
Sitôt que ceux-ci sont élus, il est esclave, il n'est rien. Cette formule limpide et lapidaire, nous la devons à Jean-Jacques Rousseau qui, dans son contrat social, cherchait à poser les fondements théoriques de l'exercice de la souveraineté pour un peuple libre, réuni au sein de la res communa et délibérant en faveur de l'intérêt général. Cette méfiance, si ce n'est cette défiance, à l'égard du mandat représentatif, n'était pas le fait d'un individu isolé. Dans sa pratique comme dans son analyse, l'idéal démocratique fait l'objet de débats passionnés depuis la prime antiquité. La présente proposition de loi s'inscrit dans le prolongement de ce débat pour les enrichir. Comment faire pour que le citoyen puisse librement exercer ses droits, qu'il puisse participer de la manière la plus directe à la vie et à l'organisation de la cité, loin des tutelles ombrageuses et des tyrannies de groupes privés? Voilà la grande question qui nous occupe aujourd'hui. Nous proposons ici un référendum révocatoire initié par un quorum de citoyens et qui permettrait de démettre un élu, du conseiller municipal jusqu'au président de la République, à l'issue du premier tiers du mandat et avant la dernière alliée de celui-ci. Mais avant de développer l'esprit de cette proposition de loi, avant de répondre aux critiques émises lors de son examen en commission, puis ce matin par le ministre même, permettez-moi de dire pourquoi je me suis saisie de cette proposition de mon collègue et camarade Corbière. Car je n'ai jamais été élue avant ce mandat, ni étonnamment cherché à l'être, me tenant justement en lisière de la politique professionnelle. Et si j'ai pu ici ou là concourir à quelques élections, il s'agissait essentiellement pour moi d'une tribune pour mes idées, par exemple sur le risque de prolifération des armes nucléaires. Ainsi, et même si je n'ai cessé depuis 40 ans de me mêler des affaires de la cité, loin de moi donc l'idée de devenir une politique, tant la marche courante des affaires avait fini par m'en dégoûter profondément. Cette appréhension, j'ai pu d'ailleurs la ressentir très tôt, déjà lors de l'élection de nos délégués de classe. Il me paraissait pour le moins étrange de parler au nom d'eux, sans avoir consulté personne. Puis, jeune citoyenne dans les années 80, j'ai également pu apprécier la valeur de certaines promesses électorales. Le changer la vie d'une gauche qui s'est bien vite décolorée, perdant une à une les pétales d'une rose qui s'est fanée. La professionnalisation croissante du monde politique, sa réduction sociologique à un aéropage de notables, le poids des puissances d'argent dans nos décisions publiques, puis l'abandon du débat d'idées au profit d'un marketing électoral devenu envahissant, telles ont été les raisons de la colère qui m'a tenu paradoxalement éloignée de tout parti politique. Aujourd'hui encore, la simple phrase des représentants qui disent « les Français pensent que, les Français veulent que » me hérisse le poil de ma honnêteté. Or, cette impression d'alors est plus que jamais d'actualité. Le fossé entre les représentants et représentés ne cesse de se creuser. Tous ici, sur quelque banc que ce soit, nous partageons peu ou prou le même diagnostic d'un épuisement de nos institutions représentatives. Démocratie de basse intensité, césarisme démocratique, despotisme doux, quelles que soient les images employées, le phénomène persiste. Nos concitoyens se sentent chaque jour dépossédés de leur pouvoir d'agir. J'en veux pour preuve l'abstention que nous connaissons tous. Dans ma circonscription, par exemple, moins de la moitié des électeurs se sont déplacés pour mon élection. Cette désaffection traduit-elle une indifférence à la chose publique? Je ne le pense pas. En novembre, j'ai pu faire un micro-trottoir sur mon territoire. Il révèle que si beaucoup de nos concitoyens méconnaissent nos institutions et nos fonctions, tous ont un point de vue sur le dysfonctionnement de notre société. Handicap, école, chômage, logement, écologie et justement démocratie. Ces gens qui ne disent rien dans les urnes ont donc pourtant quelque chose à dire. Alors certes, le sujet n'est pas que français. Partout dans les démocraties libérales, on constate une abstention croissante, car c'est le fait représentatif lui-même qui interroge. Cette interrogation n'est d'ailleurs pas d'aujourd'hui. Bien d'avant Rousseau, les cités grecques ont récusé le principe même de représentation. On s'offusquait alors de l'idée même qu'un homme puisse concourir au suffrage de ses pairs. La participation de tous et de plein droit à l'ecclésia était la règle pour précisément maintenir la souveraineté du peuple et éloigner le spectre de l'aristocratie et de l'oligarchie. Plus tard, Rousseau, que j'ai déjà cité, l'a aussi exprimé. Je le cite. « L'idée des représentants nous viendrait du gouvernement féodal, de cet inique et absurde gouvernement dans lequel l'espèce humaine est dégradée et où le nom d'homme est en déshonneur. » Pour notre pays, le principe de révocabilité est consubstantiel de l'idée même de démocratie et de république. Contre les défenseurs de la représentation nationale élue comme Seyès, nombreuses étaient déjà les voix qui s'élevaient. Si le peuple est souverain et sa volonté inaliénable, alors il appartient au peuple de changer son gouvernement
et de révoquer ses mandataires. À la suite, la Commune de Paris a pu déclarer « Les membres de l'Assemblée municipale, sans cesse contrôlés, surveillés, discutés par l'opinion, sont révocables, comptables et responsables. » Alors certes, je ne méconnais pas les critiques qui ont été émises en commission, ni le fait que cette proposition n'entend pas à elle seule résoudre la grave crise qui affecte nos institutions. Premier argument, la révocabilité a été discréditée au nom de l'attractivité du métier, je reprends le terme, du métier de l'élu. Pour ma part, cet argument me paraît non recevable. Je n'avais jamais considéré l'élection comme une carrière. Ce devrait même être tout le contraire. Et j'ose espérer que nous retrouvons ici, par conviction sincère, non pour des avantages et privilèges. Tous, nous consacrons d'ailleurs beaucoup de temps dans notre vie privée et sociale à l'exercice de notre mandat. On a ensuite objecté l'instabilité supposée de la révocabilité. Rappelons déjà qu'il s'agit de définir un quorum par loi organique, lequel puisse déclencher le référendum. 5, 10, 15% des électeurs inscrits, le débat reste ouvert. Mais quoi qu'il en soit, l'argument est faible tant on sait la difficulté à mobiliser nos concitoyens hors du tempo électoral. Il faudrait pour ce faire que le comportement ou la décision d'un élu suscite une telle réprobation qu'elle mette en mouvement une part significative de l'opinion publique. On est donc loin, bien loin de l'élection permanente crainte par le ministre ce matin. On a également évoqué le risque que des groupes d'intérêt, des lobbies, dévoient ce dispositif révocatoire. Mais les élus ne sont-ils pas déjà soumis à diverses pressions? Nos programmes respectifs, quand il y en a, ne s'ancrent-ils pas déjà, chacun à leur manière, dans l'expression d'intérêts variés au sein de la société civile? D'ailleurs, un programme n'est pas qu'une liste de mesures à trier, sinon l'expression d'une vision du fonctionnement de la société. Et les dites mesures feront de toute façon toujours l'objet de débats parlementaires, voire de référendums. Enfin, il est un argument qui m'a quelque peu interloqué. On a pu dire que ce serait mettre l'élu dans la main du citoyen électeur. Mais oui, en effet, c'est là l'une des vertus de notre proposition. Elle est même révolutionnaire. Encore faut-il s'entendre sur le sens des mots quand le ministre ce matin donc disait que nous étions révolutionnaires et que lui-même finalement il soutient un président qui a entendu en 2017 faire la révolution. En outre, cette proposition de révocation éviterait peut-être aussi que des élus, comme un collègue d'ici, numéro 2 de l'une des principales formations politiques de ce pays, quittent prestement leur organisation la veille d'une élection présidentielle, et cela sans même que ces électeurs puissent avoir mot à dire. Alors je sais bien que dans la Ve République, l'élection est nominative, mais notre dispositif est justement une manière de responsabiliser directement quiconque prétend parler au nom du peuple qui l'a élu. Chers collègues, cette proposition n'a rien d'un remède miracle. Elle s'inscrit d'ailleurs dans une démarche globale, la reprise en main par les citoyens de la chose publique, soit leur République. Certes, d'autres propositions seraient de nature à revitaliser notre démocratie. Introduction de la proportionnelle, cumul des mandats dans le temps, référendum d'initiative citoyenne ou tout bonnement, respect des référendums comme celui de 2005. Mais il existe aussi des innovations, telle la Convention citoyenne sur le climat que le président lui-même a impulsée. Des citoyens de tout âge et de toutes conditions tirés au sort ont pu formuler des propositions pour l'avenir de notre planète. Mais voyez bien la contradiction. Toutes ces propositions ont été balayées d'un revers de vote par un Parlement censément représentatif. Pour conclure, je dirais ceci. Toutes les réflexions, les propositions permettant de réaliser l'idéal démocratique sont bonnes à prendre. Mais aucune ne répondra seule aux aspirations des citoyens d'aujourd'hui, plus matures, plus informés, plus conscients qu'ils ne l'ont jamais été. La démocratie ne peut se réduire à un schéma institutionnel. Comme a pu le dire Pierre Mendès France, c'est d'abord un état d'esprit. Alors que nous sommes de plus en plus harcelés, menacés de mort, violentés parfois, ce que franchement je regrette, cette proposition devrait nous permettre de sortir vers le haut de cette crise. Je vous remercie. Je vous remercie, madame. L'intervenant suivant est monsieur Jean-Paul Dufrègne pour la gauche démocrate et républicaine, et pour une durée de 5 minutes cette fois-ci. Monsieur le Président, Madame la Ministre, Monsieur le rapporteur, chers collègues, à l'initiative de nos collègues de la France insoumise, nous avons l'opportunité de discuter d'un sujet important,
singulièrement dans un moment où notre démocratie est bousculée dans des proportions peu communes, comme en témoigne la violence inacceptable exercée contre les élus un peu partout sur notre territoire, ou bien encore la désertion des urnes, scrutin après scrutin. Sans jamais les justifier, il faut chercher à comprendre ces phénomènes qui nous semblent symptomatiques du désenchantement que les Françaises et les Français éprouvent vis-à-vis de la parole politique et de leurs institutions. Ils accréditent l'idée que nous vivons une crise démocratique très profonde, appelant sans tarder une rénovation institutionnelle de grande ampleur. Pour autant, aussi vertueux soit-il, nous ne croyons pas que le droit de révocation des élus permettra de résoudre ce fléau, dans la mesure où celui-ci s'attaque aux conséquences de ce désamour démocratique et nullement aux causes. Aujourd'hui, la défiance citoyenne à l'égard de la représentation politique est avant tout exacerbée par notre rigidité constitutionnelle. Voulue comme telle par ses pères fondateurs, la Ve République consacre de façon disproportionnée le parlementarisme rationalisé. Le pouvoir exécutif dispose de pouvoirs sans équivalent dans les autres régimes démocratiques. En outre, avec l'instauration du quinquennat présidentiel en 2000 et pour corollaire la synchronisation du calendrier électoral, les épisodes de cohabitation sont devenus beaucoup plus hypothétiques. Cela a pour effet d'amplifier davantage la prééminence du président de la République en accentuant le fait majoritaire qui veut que le président élu avec la force du suffrage universel entraîne dans son sillage la formation d'une majorité présidentielle à l'Assemblée nationale. Pour le pluralisme politique, le tribut est lourd à payer. C'est pourquoi nous devons contrecarrer cette politique mortifère en transformant notre système politique en véritable régime parlementaire. Les solutions sont connues. Inversion du calendrier électoral, fin d'élection du président de la République au suffrage universel, élection du Premier ministre par l'Assemblée, suppression du 49.3, du vote bloqué et de tous les autres artifices du parlementarisme rationalisé. Le pouvoir doit revenir dans les mains du Parlement. Un Parlement où la représentation politique et sociologique est en phase avec ce qui se passe dans notre pays. Hélas, nous comptons aujourd'hui bien trop peu d'ouvriers, de salariés ou d'agriculteurs dans cette Chambre, ce qui montre l'écart entre les citoyens et leur classe politique. Le changement interviendra ensuite en favorisant l'expression démocratique au travers des référendums. En ce sens, nous avons déposé une proposition de loi instaurant un référendum d'initiative citoyenne législatif et abrogatoire, pensant que la participation directe des citoyens est parfaitement complémentaire du régime parlementaire. C'est ce qui se passe en Suisse, où le système politique est jugé, à raison, comme le plus démocratique du monde. Dans la patrie de Jean-Jacques Rousseau, il n'est pas possible de révoquer des élus. En revanche, nos voisins helvètes sont amenés à se positionner très régulièrement sur de nombreux débats politiques, souvent d'une grande importance. Ainsi, c'est par référendum que les Suisses ont eu à décider de l'instauration ou non du pass sanitaire avant que les parlementaires ne s'emparent du sujet, ce qui témoigne de toute la considération que les Suisses accordent à la participation directe des citoyens. Enfin, et j'en terminerai par là, nous pensons que le droit de révoquer les élus n'épargnera pas les défenseurs de l'intérêt général. Aux États-Unis, un sénateur du Colorado s'est vu destitué de son mandat après le lancement d'une procédure révocatoire impulsée par la très célèbre NRA. Ce sénateur avait approuvé un projet de loi réduisant la taille des chargeurs des armes automatiques en vente libre. Cet exemple éclairant montre les risques que cette procédure pourrait faire peser sur des élus qui pourraient devenir la cible de certains lobbies heurtés par des propositions sociales ou écologiques jugées contraires aux intérêts du capital. Aussi, si nous partageons les constats émis par nos collègues du groupe La France Insoumise sur la crise démocratique que nous vivons, nous divergeons sur les moyens d'y remédier. C'est pourquoi nous ne voterons pas cette proposition de loi. Je vous remercie. La parole est maintenant à Mme Camille Gaillard-Minier pour une durée de 5 minutes pour La République En Marche.
Monsieur le Président, Madame la Ministre, Monsieur le rapporteur, mes chers collègues. Cette proposition de loi constitutionnelle que vous proposez, Monsieur le rapporteur, entend instituer un mécanisme de révocation des élus par voie référendaire, quel que soit le mandat, celui du Président de la République, des parlementaires ou des élus locaux. Le système proposé est apparu à la fois juridiquement imprécis, inopérant au regard des objectifs visés et contraire à nos fondements démocratiques. Il nous paraît tout d'abord délicat que le législateur constituant débatte d'une proposition qui est éthiquement aussi imprécise. En effet, si le principe annoncé est clair, la procédure est à l'inverse floue. Le référendum révocatoire serait enclenché à la demande de toute initiative sans que l'on puisse déterminer qui serait susceptible de la prendre et surtout sous quelle forme et combien de fois. De même, cette initiative ne serait valide qu'après l'approbation d'un certain taux de pourcentage du corps électoral, taux inconnu à ce stade. Enfin, les modalités de référendum, local ou national, ne sont pas connues non plus. Nombre de signatures, quorum, contrôle juridictionnel ou encore les motifs de la révocation. En bref, la majeure partie des modalités du dispositif présenté dans cette proposition de loi constitutionnelle seront renvoyées à une loi organique inexistante à ce jour. Vous renvoyez également, monsieur le rapporteur, aux exemples étrangers comme source d'inspiration d'un référendum révocatoire français. Mais outre le fait qu'ils présentent entre eux de différences notables et que toute greffe constitutionnelle est souvent chimérique, Michel Verpeau, constitutionnaliste, reconnaît lui-même dans un de ses ouvrages que ces mécanismes sont si fragiles et tellement lourds qu'ils en deviennent inefficaces. Il n'est par ailleurs pas nécessaire de partir à l'étranger pour trouver des exemples de dispositifs de destitution, puisque nous disposons dans notre droit interne de tels outils, avec l'article 68 de notre Constitution qui prévoit une destitution possible du président de la République, ou encore la possibilité de révoquer les maires ou leurs adjoints. Ce texte se révèle aussi inopérant. En effet, vous estimez, monsieur le rapporteur, que la révocation des élus serait une solution pour lutter contre l'abstention et pour restaurer la confiance des électeurs en leurs élus. Ces phénomènes existent et doivent effectivement nous interpeller. Mais comment penser que permettre à tout un chacun de révoquer un élu à foison durant son mandat pourrait instiguer un accroissement de la confiance dans nos institutions politiques ? Pas moyen de se référer aux exemples étrangers pour répondre à cette question, puisqu'il n'existe à ce jour aucune donnée empirique suffisante qui permette de faire le lien entre référendum révocatoire et une hausse de confiance ou la réduction de l'abstention. On peut en revanche se tourner vers la Commission européenne pour la démocratie du droit, dite aussi Commission de Venise, dont est issu un rapport sur la révocation populaire. Celle-ci alerte sur les risques et dangers qu'elle qualifie de considérables de ces systèmes, notamment et précisément celui du risque de voir s'éroder la confiance des électeurs en leurs élus, ce qui serait ainsi exact l'inverse de l'effet recherché par ce texte. En dernier lieu, cette proposition de loi constitutionnelle est une dénégation radicale de notre fonctionnement démocratique. L'article 27 de la Constitution dispose en effet que tout mandat impératif est nul. Il nous protège en consacrant le mandat représentatif inscrit dans notre histoire politique depuis 1789. En établissant la souveraineté nationale au cœur de notre modèle représentatif, c'est la volonté de la nation qui prime et non les intérêts de groupes d'électeurs particuliers. C'est notre nation qui fait corps, uni et indivisible. Vous proposez un système politique avec des électeurs perçus comme de potentiels censeurs qui pourraient se regrouper au sein de coalitions de mécontentement construites uniquement pour mettre fin au mandat des élus de façon prématurée. Nous optons pour une société qui permette à chaque citoyen de s'engager et d'être force de proposition afin de devenir un acteur de son quotidien. Ce que nous avons fait avec la mise en place et le renforcement d'outils et de moyens et de moments de démocratie participative innovants, notamment avec la Convention citoyenne pour le climat. Notre responsabilité n'est pas de fonder la confiance sur l'individualisme, mais bien de refonder une confiance collective envers les institutions représentantes de la nation. Cet impératif s'est imposé à notre majorité dès le début du mandat, avec le vote en 2017 de la loi pour la confiance dans la vie politique, dont l'objet a été d'apporter des garanties de transparence des élus et de favoriser le pluralisme politique. Notre groupe refuse de participer à la création d'un monde politique fondé sur la suspicion et la division. Cette proposition de loi constitutionnelle se révèle être une fausse promesse de revitalisation de la démocratie. C'est la raison pour laquelle notre groupe La République En Marche votera contre ce texte. Je vous remercie, chers collègues. La parole est maintenant à M. Guillaume Larrivé pour le groupe Les Républicains et pour une durée de 5 minutes.
Monsieur le Président, Madame la Ministre, mes chers collègues, Robespierre est-il l'avenir de la démocratie française? Les camarades mélenchonistes voudraient nous en convaincre. Alexis Corbière, certes, a semblé réfréner ce matin ses ardeurs montagnardes à cette tribune. Il n'est pas allé jusqu'à requérir le rétablissement de la guillotine, ce qu'il y a en vous d'humaniste. Monsieur le rapporteur vous interdit sans doute de nous appeler à raccourcir physiquement ceux que les insoumis regardent comme les ennemis du peuple. Mais votre système de révocation populaire serait en vérité une autre forme de raccourcissement permettant d'expédier dans les poubelles de l'histoire les représentants incapables d'être à vos yeux le reflet parfait, immédiat, immanent du peuple représenté. Même si, comme député de Lyon, je suis ici le successeur d'un conventionnel régicide, Louis-Michel Lepelletier de Saint-Fargeau, vous m'excuserez, monsieur le rapporteur, de n'avoir pas été élevé dans le culte de 1793. En vérité, je me méfie des marats de carton-pâte et j'aime trop la liberté pour la soumettre absolument à l'égalité. Avec Montesquieu, je sais que le principe de la démocratie se corrompt non seulement lorsqu'on perd l'esprit d'égalité, mais encore quand on prend l'esprit d'égalité extrême et que chacun veut être égal à ceux qu'il choisit pour lui commander. On en connaît les conséquences, presque mécaniques. Montesquieu encore. Il se forme alors de petits tyrans qui ont tous les vices d'un seul. Bientôt, ce qui reste de liberté devient insupportable. Un seul tyran s'élève. Je regrette que le président Mélenchon ne soit pas parmi nous. Et le peuple perd tout. Ce serait une folie que de céder à l'ivresse robespierriste qui confond la démocratie et la dictature populaire au risque de basculer dans une nouvelle tyrannie personnelle. Mais je veux dire aussi, avec la même force, aux députés du Marais, c'est-à-dire de l'actuelle majorité, qu'il serait bien imprudent, mes chers collègues, bien imprudent, de vous croire, de nous croire, douillettement installés dans un paisible statu quo institutionnel. La vérité est que le doute démocratique ronge notre République. La démocratie est soupçonnée de tourner à vide lorsque ceux que nous élisons n'exercent, quelle que soit leur bonne volonté, pas vraiment le pouvoir pour lequel ils ont été choisis, et lorsque nos institutions formellement si puissantes semblent devenues fondamentalement impuissantes. Aussi, la vraie question, me semble-t-il, est de savoir si la promesse de liberté politique que la nation s'est faite à elle-même en 1789 peut être tenue aujourd'hui dans la France des années 2020. Ma conviction est que les urnes sont toujours préférables aux barricades. Plutôt que de nous enliser entre chien et loup dans l'impuissance moite du doute démocratique, sachons retrouver l'audace des commencements. Redonnons aux souverains la liberté de choisir plus souvent ses représentants, afin que les élus de la nation le soient vraiment. L'Assemblée nationale sera renforcée si sa légitimité est plus souvent vérifiée. Et si le président de la République, lorsqu'il perçoit que l'action du gouvernement a une assise populaire incertaine, accepte de décorréler son mandat et celui de la majorité parlementaire en faisant à nouveau usage du pouvoir qu'il tient de l'article 12 de la Constitution, du pouvoir de dissolution. J'aurais parfaitement compris, par exemple, que notre Assemblée fut dissoute en 2019, après la crise des Gilets jaunes. Tombée en désuétude depuis un quart de siècle, la dissolution a cette vertu ancienne, mais nullement surannée, de permettre au peuple de s'exprimer librement et de choisir à qui il délègue pour un temps la liberté de délibérer, la liberté de décider au nom du peuple, c'est-à-dire la liberté de diriger l'État. Dans cet esprit, la question du mode de scrutin, mes chers collègues, devra être à nouveau posée pour mieux représenter la diversité des courants d'opinion, favoriser les logiques de coalition, encourager le rassemblement des Français de bonne volonté. Il est tout aussi urgent de nous rappeler que si la souveraineté nationale appartient au peuple, celui-ci l'exerce à la fois par ses représentants, par nous, et par la voie du référendum, comme l'énonce l'article 3 de la Constitution. Les deux branches d'expression de la souveraineté doivent être revitalisées, celle de la représentation, je l'ai dit, mais aussi celle raisonnée de l'expression référendaire,
que les 3 derniers présidents de la République ont eu le grand tort de délaisser depuis déjà 17 ans. Mes chers collègues, dans quelques semaines, cette Assemblée aura vécu, une nouvelle Assemblée sera élue. Formons ensemble le vœu qu'elle ne cède pas aux tentations extrémistes, celles de l'extrême gauche comme celles de l'extrême droite, mais qu'elle ne s'enlise pas non plus dans l'immobilisme. Sachons être fidèles à la promesse de liberté politique que la nation s'est faite à elle-même en 1789 et qu'elle avait su renouveler en 1958 lors de la refondation gaullienne de notre République. Nous retrouverons alors, peut-être, avec la démocratie française, la force révolutionnaire de l'espérance. Je vous remercie, chers collègues. Nous passons à l'intervention de M. Erwan Balanant pour le mouvement démocrate et démocrates apparentés. Monsieur le Président, Madame la Ministre, Monsieur le rapporteur, chers collègues, la France fait face à des taux d'abstention inédits et une profonde remise en question de l'idée du modèle, de son idée de ce qui fait notre démocratie, c'est-à-dire le modèle représentatif. Selon le baromètre Cevipof, le dernier, pour 55% des Français, la démocratie fonctionne mal. Plus alarmant encore, pour 77% des Français, la politique évoque les termes de dégoût ou de méfiance. Alors, sans rien céder au pessimisme ambiant, il faut regarder cette réalité en face. Ces chiffres nous alertent sur la nécessité d'agir et de rebâtir la confiance et aussi de réenchanter la démocratie. Nous ignorons nullement la profondeur de la crise qui nous affecte. Depuis le début de la mandature, le groupe démocrate mène un travail sans relâche pour approfondir la participation citoyenne, qui est une des conditions d'une revitalisation de notre démocratie. Nous avons défendu des propositions fortes en ce sens, comme la reconnaissance du vote blanc ou encore l'instauration de la proportionnelle. Nous continuerons à agir jusqu'au bout de ce mandat pour porter ces sujets essentiels et en particulier lors de notre prochaine et dernière niche le 3 février. La réflexion autour de la création de nouveaux mécanismes démocratiques est noble et le débat mérite d'être posé. Vous le faites ici, Monsieur Alexis Corbière. Alors nous sommes ouverts aux idées formulées en ce sens, non pas votre idée, mais l'idée de nouveaux mécanismes démocratiques. Et votre proposition de loi, Monsieur le rapporteur, n'apporte en réalité aucune réponse aux enjeux que j'ai évoqués précédemment. Votre texte vise à instaurer un référendum révocatoire d'initiative citoyenne qui permettrait de mettre un terme au mandat de tout élu national comme local après l'accomplissement d'un tiers de son mandat et avant la dernière année de celui-ci. Un tiers du mandat, ça fait que sur un mandat de 5 ans, c'est au bout d'1 an et demi. Juste comme ça, au bout d'1 an et demi, vous pourriez être révoqué. Vous avez parlé tout à l'heure de blocage. Que ce système pourrait permettre peut-être de débloquer des situations. J'ai plutôt l'impression qu'il ne ferait que bloquer. Il ne ferait que ne pas respecter ce qui fait notre démocratie et la spécificité du mandat représentatif, c'est aussi d'avoir des rythmes démocratiques et de respecter ces rythmes démocratiques. Et peut-être qu'une question qu'il faut se poser, et vous l'avez posée, c'est de travailler justement cet interstice entre 2 élections et comment le citoyen participe à la vie citoyenne, participe à la vie, à la décision politique entre ces interstices électoraux. Et là, c'est une vraie question et c'est un vrai sujet qu'il nous faut travailler. Alors votre proposition, en réalité, elle est en trompe-l'œil. Moi, je pense qu'elle vise tout simplement à endormir nos concitoyens sans apporter aucune amélioration concrète à la démocratie française. Je ne vais pas rentrer sur la forme, ça a déjà été dit, j'avais prévu de le dire, mais je crois que votre texte, mais c'est normal quelque part, quand c'est un texte de niche, parfois il n'est pas complètement précis et vous remettez tout à une loi organique que nous n'avons pas. Et c'est dommage, parce que nous aurions pu justement peut-être définir des seuils, avoir des réflexions autour de ce sujet-là. En réalité, ce qui est plus grave, monsieur le rapporteur, c'est que le texte que vous proposez, il conduirait en réalité à rendre l'élu, tout au long de son mandat, entièrement dépendant des moindres mouvements de l'opinion publique. Et voyons aujourd'hui la situation de la crise.
Quand nous sommes élus, quand nous avons un mandat, comme nous avons des responsabilités. Et ces responsabilités, elles ne sont pas toujours simples à mettre en œuvre. Et oui, parfois, nous devons prendre des mesures qui ne sont pas complètement populaires. L'exemple du pass sanitaire, puis du pass vaccinal, c'est populaire pour pas grand monde. Mais imaginez que parce qu'un certain nombre de pourcentage de la population, 5 je crois, vous le dites, serait contre le pass vaccinal, pourrait révoquer des élus. Nous serions dans une situation où jamais nous pourrions prendre des décisions. Et ce n'est certainement pas comme ça qu'on apaise une démocratie. L'enjeu, à mon sens, et je l'ai dit tout à l'heure, c'est que je pense que nous avons besoin d'institutions permettant de dialoguer, de débattre dans la sérénité. Nous devons sans doute avoir une réflexion pour un débat public plus serein, plus apaisé, articuler certainement cette démocratie représentative et la démocratie participative. Alors, je l'ai dit, nous ferons des propositions fortes, en particulier le président Wasserman, sur cette question lors de notre prochaine niche. Mais j'ai une certitude, c'est que face à la menace, face aux vagues de menaces inacceptables que nombre d'entre nous subissons ces derniers temps, je pense que nous devons rappeler que notre indépendance n'est pas un privilège personnel, mais c'est une protection du mandat qui nous est octroyé par le peuple français que vous semblez tant aimer, et que nous sommes légitimes à exercer nos pouvoirs, notre délégation de pouvoir, librement jusqu'au bout de nos mandats. Alors, votre proposition, monsieur le rapporteur, je pense qu'elle met en danger le principe fondamental républicain, ce principe fondamental, et vous l'aurez donc compris, le groupe MoDem s'opposera à votre texte. Merci. Je vous remercie, chers collègues. La parole est maintenant à Madame Cécile Untermaier pour le groupe socialiste et apparenté pour une durée de 5 minutes. Merci beaucoup, Monsieur le Président, Madame la Ministre, Monsieur le rapporteur, mes chers collègues. Un Français sur 2 ne connaît pas son député. 4 Français sur 10 remettent en question l'utilité de l'Assemblée nationale. L'abstention ne fait qu'augmenter, atteignant des chiffres terrifiants aux élections régionales avec plus de 65% d'abstention. Le diagnostic d'une crise de démocratie est posé depuis longtemps. Jean-Jacques Rousseau, d'ailleurs, dans le contrat social, disait déjà de l'électeur: sitôt qu'il a élu ses représentants, il n'est plus rien. Si la démocratie continue et participative s'efforce de prendre en considération cette critique, la défiance de la société civile à l'égard des gouvernants reste très forte et trouve en partie ses racines dans le fonctionnement actuel de nos institutions: exécutif fort, fait majoritaire, centralisation des décisions par l'administration, faiblesse du Parlement. Donc nous sommes d'accord sur le constat, monsieur le rapporteur, mais le remède ici proposé, à savoir la révocation des élus en cours de mandat par référendum, appelle plusieurs observations. La première, le référendum décisionnel est bien prévu par la Constitution qui définit son objet. Il n'est pas fait mention de révocation des élus ni de référendum pouvant porter une telle action. Donc c'est bien une proposition de loi de nature constitutionnelle que vous deviez déposer. La loi organique, bien évidemment, nous le comprenons, n'a pas été inscrite puisqu'il s'agissait de discuter de ce principe. Ce dispositif, très discuté en ce moment, en particulier depuis les Gilets jaunes, existe dans d'autres pays, mais dans d'autres contextes et d'autres formes, notamment s'agissant du recall américain. Ce mécanisme, c'est la critique la plus fréquente, risque de provoquer une instabilité permanente. Il est sain dans une démocratie que les élus puissent aller au bout de leur mandat. À l'issue de ce dernier, les électeurs ont la liberté de reconduire les sortants ou pas. Je crains que l'émergence progressive en France de haine et de défiance contre la représentation trouve ici un terreau pour l'enrichir. Le temps long du travail de l'élu est une nécessité et une garantie de politique de qualité. Cette nouvelle temporalité fait peser le risque que ce dernier soit dans la seule recherche de satisfaction à court terme de son électorat. Et enfin, une telle procédure de révocation pourrait conduire les élus à gouverner à vue avec comme objectif principal de ne pas déplaire. C'est une façon d'introduire, selon nous, le mandat impératif, contraire à notre Constitution, remettant en question le principe de la liberté d'appréciation qui nous est cher.
Ainsi, pour répondre à la désertion des urnes, on demanderait aux citoyens d'y retourner plus souvent, avec l'idée que ce n'est pas forcément pour une période de 5 ou 6 ans qu'il choisit un candidat. Alors, est-ce le meilleur moyen d'inciter à bien peser son choix? Et ce doute mis en avant sur l'engagement des élus est-il le meilleur moyen de redonner confiance dans les politiques et la politique? Des réponses à l'affaiblissement de la représentativité doivent de toute façon être mises en œuvre. Le non-cumul des mandats que nous avons voté en 2014 participe pleinement de cette exigence que nous devons à nos électeurs. Un mandat lisible, dénué de conflits d'intérêts, laissant aux députés toute latitude pour développer sur le territoire des outils de participation, d'association des citoyens. Je pense aux ateliers, aux jurys citoyens, au référendum local, qui pourrait être aussi dans la main du parlementaire. Je pense aussi à une réelle articulation du travail entre les élus locaux et nationaux, quelle que soit l'appartenance politique des uns et des autres. Il nous faut pour cela franchir le gué que nous opposent les gouvernements, jaloux de leurs prérogatives. Le contrôle de l'application des textes que nous avons votés in situ doit devenir une réalité et pour cela, la loi doit nous aider à aller dans les préfectures, mais aussi dans les assemblées d'élus et les tribunaux pour connaître de l'application des textes votés. Encore faut-il, pour conserver la confiance dans la démocratie délibérative, qu'il n'y ait pas de décalage monstrueux entre l'attente exprimée, je pense au grand débat, à la Convention citoyenne pour le climat, etc., et les décisions prises ensuite, tout de moins sans une explication claire et contradictoire. Où est la coïncidence entre ce qu'on a sous les yeux et la réponse politique? Mais la révocation n'est pas une des solutions. En conclusion, je dirais nul doute qu'il nous faut trouver des mécanismes pour améliorer la représentativité des élus et faire réponse aux attentes, en particulier de la jeunesse. Il est urgent de renforcer la responsabilité politique de l'Assemblée nationale. Les articles 49 et 50 de la Constitution posent le principe de la responsabilité gouvernementale et la démission collective. Le fait majoritaire rend quasi inopérante cette disposition. C'est pourquoi nous devons travailler, dans le cadre d'une révision constitutionnelle prochaine, à la mise en œuvre d'une responsabilité individuelle des ministres devant l'Assemblée nationale. Une procédure bien encadrée, mais de nature à changer le regard porté par l'exécutif sur le pouvoir législatif et celui des citoyens sur leur Assemblée nationale. Notre groupe, vous l'avez compris, votera contre cette proposition de loi posant le principe de la révocation. Je vous remercie. Nous passons maintenant à l'intervention de M. Christophe Euzet pour le groupe Agir Ensemble. Chers collègues, vous avez 5 minutes. Merci, Monsieur le Président, Madame la Ministre, Monsieur le rapporteur, chers collègues. Quand ces niches parlementaires ont été créées, j'étais observateur de la vie politique, je les avais beaucoup contestées et je dois dire que j'ai changé de point de vue sur la question parce que ça nous permet de changer un petit peu de rôle dans le cadre de cet hémicycle et de voir ce que vous avez un petit peu en magasin et de passer ça au crible de notre analyse critique avec un œil un petit peu plus sévère que ce que nous l'avons quelquefois. Sur l'objectif de cette proposition de loi, monsieur le rapporteur, je crois qu'on peut que vous suivre, remédier au problème de la perte de confiance, lutter contre l'abstention. Je crois que dans cet hémicycle, tout le monde est d'accord sur la nécessité de redynamiser le système institutionnel qui est le nôtre. Alors l'objectif poursuivi, on peut le partager. Ce qui a fait que j'ai regardé avec sérieux, avec beaucoup d'intérêt, le contenu de la proposition. Alors, je vous rassure, je ne vais pas vous faire un débat constitutionnel, je manque de temps, et c'est bien dommage, je ne sais pas où je me situe, puisque je suis un montagnard du Marais, puisque je suis tout en haut et que je fais partie du Marais, mais j'ai regardé votre proposition dans sa technicité, et je dois dire qu'elle me laisse un petit peu perplexe. Alors vous proposez un système de révocation des élus sur initiative populaire qui permettrait, en cours de mandat, de se débarrasser d'un président, d'un parlementaire, député ou sénateur d'ailleurs, ou d'un élu local, cela à l'issue du premier tiers du mandat et avant la fin de la première année sur une initiative citoyenne. Je laisse de côté le débat constitutionnaliste et je rentre sur un petit peu de politique fiction, c'est-à-dire qu'est-ce qui se passerait si effectivement une proposition comme celle-là était mise en vigueur. On aurait quoi ?
On aurait en fait des battus un petit peu amers qui commenceraient dès le lendemain de l'élection, qu'ils auraient perdu, à rassembler des signatures qui leur permettraient, dès le premier tiers du mandat, de commencer à essayer de déclencher l'éviction de ceux qui sont au pouvoir. Et puis dans la dernière année, on jaugerait les agendas, les calendriers pour essayer de faire en sorte de gérer une procédure de révocation qui vienne gêner le timing, l'agenda de celui qui est élu. Et puis en face, qu'est-ce qui se passerait? Soyons sérieux. Ce qui se passerait bien évidemment, c'est que tout serait fait pour essayer de plaire. On aurait des politiques qui seraient nécessairement des politiques populistes et qui se feraient non plus en fonction d'un intérêt de l'opinion publique bien pensée, mais en fonction d'un agenda qui se déroulerait lui-même au regard des problèmes possibles de procédures de révocation. Alors, avec ce type de proposition, je dirais qu'on est dans quelque chose qui n'est pas tout à fait sérieux. Vous évoquez, en fait, sans le dire, et vous en défendez, vous dites que ça n'est pas le cas, vous remettez sur le tapis la question du mandat impératif. C'est-à-dire le fait qu'on ne puisse faire quand on est élu que ce pourquoi on a été élu, et tout ce pourquoi on a été élu. Et sur quel fondement on pourrait révoquer si ce n'était pas le cas, pour réinstaurer le mandat impératif? Alors je mets de côté le fait qu'il faudrait réviser l'article 27 de la Constitution qui par ailleurs prévoit que tout mandat impératif est nul dans le cadre de la Ve République, et donc sur le fait que votre proposition n'est pas complète. Mais si je regarde même le contenu de ce qui est prévu, un mandat impératif, c'est faire tout ce qu'on a annoncé, c'est ne faire rien d'autre que ce qu'on a annoncé. Et donc, forcément, on ne peut plus improviser du tout, s'adapter à la réalité politique du moment. Que serait-il advenu de la crise des Gilets jaunes? Que serait-il advenu de la crise du Covid, qui, bien évidemment, ne pouvait pas être prévue dans les campagnes électorales des candidats, qu'ils soient d'un bord ou d'un autre? Et puis, en plus, il faudrait le faire à la vitesse imposée par les procédures de révocation qui seraient toujours pendantes au-dessus de la tête des élus. Alors, je ne parlerai même pas d'instabilité ici, mais imaginons 2 minutes que ça fonctionne. Imaginez un petit peu le pays dans lequel on se trouverait. Des élus à l'exécutif dont la responsabilité serait susceptible d'être ouverte au jour le jour, des parlementaires, des élus locaux, régionaux, départementaux, des maires qui enclencheraient des procédures d'élection, voire des procédures d'élection partielle, des changements de majorité pendant le mandat. Est-ce que vraiment, sérieusement, ça conduirait à une meilleure participation, à moins d'abstention dans le pays, à plus de confiance dans les institutions? Je crois que définitivement nos compatriotes n'y comprendraient absolument plus rien. Alors qu'on parle d'amélioration de la représentation, d'introduction de la proportionnelle, de propositions de participation citoyenne renforcée, qu'on renforce la probité des élus, beaucoup a été fait là-dessus, qu'on veuille accroître la connaissance à l'égard de la chose politique et qu'on renforce l'éducation, bien sûr, mais cette proposition-là, elle est irréaliste, elle est idéaliste, elle est quelque part surréaliste, et pour moi, elle revêt quelques contours populistes qui fait que le groupe Agir Ensemble, bien évidemment, votera contre. Je vous remercie. Je vous remercie. La parole est à monsieur Pascal Brindot pour le groupe UDI et Indépendants. Monsieur le Président, Madame la Ministre, Monsieur le rapporteur, votre proposition de loi constitutionnelle dont nous avons à débattre dans cet hémicycle a un mérite majeur. Elle pointe du doigt sans doute le plus grand danger qui menace notre pays, au-delà même des dangers dont nous débattons régulièrement ici, qu'il s'agisse de l'enjeu climatique ou d'autres. C'est celui tout simplement de la démocratie. C'est le fait qu'un nombre grandissant de nos concitoyens s'éloignent durablement du fait démocratique. Les élections législatives de 2017 ont été celles sous la Ve République qui ont connu le plus fort taux d'abstention. En est de même pour les élections municipales de 2020, les départementales et les régionales de 2021, où sur des scrutins locaux, jamais un niveau d'abstention comme celui-ci a été atteint et que la crise sanitaire ne suffit pas à expliquer. Et le quinquennat qui s'achève a des responsabilités sur l'aggravation de cette crise démocratique, si bien qu'un certain nombre de concitoyens n'ont même plus d'avis, d'envie et de confiance
dans notre système démocratique. Brice Teinturier, dans son ouvrage de 2017, les appelle les PRAF. Plus rien à faire, plus rien à foutre. Des gens qui finalement sont indifférents sur le point de savoir si le régime démocratique est le meilleur ou, à défaut, le pire à l'exception de tous les autres. Bien évidemment, dans cette crise, il n'y a pas une solution unique, et ce n'est d'ailleurs pas le postulat que vous avez choisi de défendre. Vous faites, comme beaucoup d'autres sur ces bancs, un certain nombre de propositions, qu'elles soient constitutionnelles ou non, pour tenter de contrecarrer quelque part ce retrait de la vie politique, ce retrait de la vie démocratique d'un nombre croissant de nos concitoyens. Simplement, sur la proposition que vous faites, et qu'en 5 minutes, je ne pourrais pas à la fois prendre sur le plan des principes et sur le plan des modalités plus techniques que vous réserviez d'ailleurs dans une proposition de loi organique, je m'en tiendrai au plan des principes. Cette proposition de référendum d'initiative citoyenne de révocation des élus, nous ne pouvons pas la suivre sur le plan de ses principes mêmes et de la philosophie qui est portée derrière ce texte et qui nous ramène 220 ans en arrière, parce que ce débat il a déjà été tranché sous la Révolution française. Celui de savoir si le suffrage universel, qui commande la démocratie représentative, peut ou pas être mis en concurrence avec d'autres formes d'action politique et de représentation citoyenne. Vous mettez, par ce référendum d'initiative citoyenne, le principe de représentativité et quelque part la suprématie du suffrage universel en concurrence avec quelque chose d'autre, qui fait que le choix souverain du peuple, des électeurs qui s'expriment à un instant T, que ce soit une élection locale ou celle du président de la République, peut être concurrencé quelques années après par le choix de quelques-uns que de porter à nouveau un débat pour dire cet élu, pour telle ou telle raison, doit être révoqué. Ça fleure bon Robespierre et les comités de salut public, mais ça n'a pas de sens dans notre vie démocratique actuelle, sauf à remettre complètement en cause le système de représentation et par là même le système de suffrage universel. Vous auriez une cohérence quelque part philosophique à proposer à la fois la révocation et le mode de désignation des représentants du peuple, que ce soit au plan local ou même pour le chef de l'État, quelque part par tirage au sort, puisque le sens du suffrage universel est désormais dévoyé par un système concurrent. On ne peut pas vous suivre non plus parce que s'agissant des parlementaires, dans certains cas, je ne dis pas dans tous, mais dans certains cas de motifs de révocation, vous êtes en contradiction avec l'article 27 de la Constitution. Tout mandat impératif est nul et le droit de vote des membres du Parlement est personnel. Or, si vous suspendez l'action d'un parlementaire et quelque part son maintien comme étant représentant du peuple, quelque part à la décision d'un groupe, fût-il majoritaire in fine, pour dire vous n'avez pas fait correctement le travail pour lequel nous vous avons élu, et sur les thématiques qu'on a souhaité que vous portiez à l'Assemblée nationale dans les formes de cahiers de doléances, qui pourraient être demain le corollaire de cela, eh bien, vous contrevenez à l'article 27. C'est une, parmi d'autres raisons, j'ai atteint mon temps de parole, pour lesquelles le groupe UDI s'opposera à votre proposition. Je vous remercie. La parole est maintenant à M. Jean-Félix Acquavive, pour le groupe Liberté et Territoires, pour une durée de 5 minutes, chers collègues. Monsieur le Président, Madame la Ministre, Monsieur le rapporteur, mes chers collègues, la France, comme tant d'autres pays européens d'ailleurs, connaît une crise démocratique majeure et souffre de la défiance à l'égard du pouvoir politique et des élus. Le problème n'est pas nouveau, mais s'accentue d'année en année. Le fossé ne cesse de s'accroître entre les représentants du peuple et les citoyens qui les choisissent. Votre proposition de loi cherche à apporter une réponse à cette défiance. L'objectif est louable et je souscris à titre personnel au principe. Toutefois, nous ne pensons pas que la solution proposée soit la plus adéquate, et cela pour plusieurs raisons.
Tout d'abord, notre démocratie souffre de court-termisme et cette proposition de loi risque d'aggraver cette situation. La gestion d'un État, mais aussi la gestion d'une collectivité territoriale, de communes, de départements, de régions, nécessite de s'inscrire sur un projet de long terme. Or, avec la culture de l'immédiateté véhiculée par le système médiatique et les réseaux sociaux, les démocraties modernes souffrent aujourd'hui d'une difficulté à construire des politiques publiques dans la durée, au travers de la recherche d'un chemin au service de l'intérêt général. Le système électoral offre déjà des mandats relativement équilibrés, même si une réflexion plus poussée mériterait d'être menée sur le nombre de mandats permis dans le temps. Je suis par exemple personnellement pour la généralisation de 2 mandats consécutifs maximum par fonction, dont le pendant serait éventuellement un véritable statut de l'élu pour rendre lisible la mission et la sacraliser. Aujourd'hui, nous sommes à 5 ans pour le président de la République et pour les députés, à 6 ans pour les différents mandats locaux et les sénateurs, ce qui incite pourtant déjà les élus à passer une part importante de leur mandat à faire campagne au lieu de se concentrer sur l'exercice de mandat lui-même. Instaurer un droit à révocation des élus locaux risque d'aggraver cette situation. En effet, la priorité des élus sera de plaire immédiatement à leurs concitoyens par peur de se faire révoquer, de gérer les polémiques qui font l'actualité médiatique momentanée, au lieu de se concentrer sur leur travail. Par ailleurs, l'instauration d'un droit à la révocation des élus dans les conditions prévues par cette proposition de loi risque de conduire à la création de nouvelles élections intermédiaires au bout d'un tiers du mandat. En effet, les partis d'opposition s'uniront pour obtenir les signatures nécessaires pour déclencher la procédure des référendums et l'élu en exercice devra se soumettre à une élection pour ou contre 2 ans à peine après son élection. La réunion des signatures nécessaires sera d'autant plus facile que le pourcentage d'électeurs requis est faible. Votre proposition de loi constitutionnelle renvoie d'ailleurs à la définition de ce pourcentage à un décret. Enfin, cette mesure de révocation s'éloigne d'une souhaitable démocratie plus participative. En effet, la démocratie participative passe par l'association directe des citoyens à la prise de décision, alors que la révocation des élus se concentre sur la personnalisation du pouvoir. A contrario, pour lutter contre la défiance, il convient de responsabiliser davantage les élus en leur octroyant, selon nous, plus de moyens d'action et en associant, bien entendu, davantage les citoyens à la décision. Mais nous sommes d'accord notamment sur le fait que renouveler la confiance nécessite inévitablement une réforme constitutionnelle que nous appelons de nos voeux pour davantage responsabiliser politiquement les élus. Cette République doit, selon nous, se transformer en une République décentralisée et, bien sûr, avec un Parlement renforcé. Le Parlement devrait avoir des moyens, des prérogatives renforcées pour véritablement écrire la loi et non simplement avaliser ce que le gouvernement décide, comme cela est trop souvent le cas. Les collectivités territoriales devraient-elles se voir transférer de grands blocs de compétences, comme cela se fait dans tous les pays européens voisins, avec une véritable autonomie fiscale et de décision. Nous croyons, en effet, que les décisions doivent être prises à l'échelon le plus proche, autant que cela est possible, conformément au principe de subsidiarité. Il s'agit en somme de davantage responsabiliser les élus et de rapprocher les lieux et circuits de décision des populations. Dès lors, un parlementaire ou un élu local, territorial, avec de véritables pouvoirs élargis et proches des citoyens, ne susciterait pas, selon nous, une défiance imputable notamment à son incapacité d'action, comme cela est le cas aujourd'hui. Enfin, il nous semble souhaitable de sortir de l'hyper-présidentialisme de la Ve République et d'une élection présidentielle décidant seule pour 5 ans du destin de la France. Cette élection met en avant un ou une personnalité au détriment des idées et de la recherche du consensus et contribue à l'hyper-personnification de la politique en France et à déresponsabiliser les autres élus. A contrario, un modèle de démocratie fédérale basé sur la recherche du consensus, tel qu'il existe par exemple en Allemagne, nous semble préférable pour gérer les problématiques de long terme auxquelles est confrontée la société et pour atténuer la défiance. En définitive, la confiance dans les élus est une question essentielle pour notre démocratie, qui, vous l'avez raison, est en bien mauvaise posture. Mais cela ne saurait se décréter en faisant planer une menace au-dessus des élus et en jetant sur eux une suspicion supplémentaire et généralisée. C'est pourquoi la majorité des membres du groupe Liberté et Territoires ne soutiendra pas cette proposition de loi. Je vous remercie. Je vous remercie. Et nous passons enfin à Mme Émilie Cariou pour les non-inscrits et pour une durée de 5 minutes. Ah, elle n'est pas là. Non. Donc, nous passons. Donc, la discussion générale est close. Madame la ministre, vous souhaitiez intervenir ou pas avant le vote? Donc, on va passer directement. D'accord. Oui. Alors, on va voter, mais pas tout de suite. Sur le vote de l'article unique, je vous informe que je suis saisi par la France Insoumise d'une demande de scrutin public que nous annonçons.
J'appelle maintenant donc l'article unique de la proposition de loi dans le texte dont l'Assemblée... Vous souhaitiez intervenir maintenant? D'accord, très bien. Allez-y, monsieur le rapporteur, pas de souci, avec plaisir. Oui, pardon, Président. Non, mais allez-y. Je monte là pour pouvoir parler sans masque, car c'est assez désagréable. Oui, je souhaite intervenir, car sinon, à quoi sert cette avalanche de mots si ce n'est pas l'occasion d'un échange? Vous l'aurez compris, nous avions le parti pris de vous présenter un texte dont les collègues les plus juristes ont noté qu'il peut être amélioré. Mais c'était en quelque sorte, et d'abord de manière assumée, une volonté de discuter du principe. De discuter du principe. Parce qu'il y a philosophiquement, j'ai envie de dire, et donc politiquement, dans ce qui a été exprimé, des arguments tout à fait respectables, mais qui, de mon point de vue, méritent réponse, car effectivement, il y a un désaccord, et c'est peut-être ce qui fait la noblesse du débat politique entre nous. Certains collègues ont évoqué qu'en fait, il y avait, dans cette proposition que nous portions, de manière déguisée, l'idée du mandat impératif, et ont répété, ont consacré beaucoup de temps dans leur réponse à une critique du mandat impératif. C'est faux. Absolument pas. D'ailleurs, la Commission de Venise a été évoquée, qui a travaillé sur les différentes formes d'outils démocratiques au niveau européen, s'est interrogée sur le principe, là où cela existe, du droit de révoquer, et a bien souligné que c'était deux choses totalement distinctes que le mandat impératif. Donc cet argument ne tient pas. Il ne tient pas. Maintenant, il faudrait se mettre d'accord les uns et les autres. Si je suis contre l'idée du mandat impératif, car l'élu, le mandataire, le représentant, on pourrait discuter sur le mot, il a son importance sur le plan historique et politique. Car durant la Révolution française, beaucoup préféraient le terme de mandataire, voulant marquer par là qu'il y avait quand même un mandat qui était donné. Et d'ailleurs, vous tous, quand vous vous présentez, vous dites « j'ai un mandat ». Le président de la République a un mandat. Donc si ce mot est utilisé dans le débat politique, c'est bien qu'il y a quelque chose qui engage. Ça n'est pas un poste. C'est un mandat qui a été donné. Alors, peut-être pas mandat impératif, mais moi, je suis contre le mandat récréatif. C'est-à-dire, je fais ce que je veux. Qui a été exprimé avec certains talents et avec la verve qu'on lui connaît, par le garde des Sceaux, qui en gros dit « Corbière, si je vous écoute jusqu'au bout, c'est le peuple qui décide ». Ben oui. C'est lui qui doit garder la possibilité de contrôle. Moi, je crois qu'au point où nous en sommes aujourd'hui, je bannis complètement le mot de rétablir la confiance. Parce que la confiance, c'est un sentiment. Je suis un républicain et je veux des droits. Des droits. Parce que la confiance, elle viendra à partir du moment où des droits auront été acquis, qu'ils fonctionneront ou pas, et qu'à partir de là, se rétablira quelque chose. Donc le problème n'est pas de savoir, de dire par des formules qu'il faut rétablir la confiance, mais quels droits nouveaux nous exerçons et nous donnons aux citoyens pour qu'ils puissent contrôler les élus. Cela ne va pas aggraver la situation. Pour quelle raison l'argument a été utilisé? Pourquoi cela aggraverait la situation? Pourquoi le fait que lorsque nombre de nos concitoyens ne sont pas satisfaits par celle ou celui qui les représente, le fait que dans certaines conditions, j'y reviendrai, ils puissent éventuellement faire un référendum révocatoire, en quoi cela aggraverait la situation? Ne voyez-vous pas précisément que nombre de choses que nous avons vécues les uns et les autres douloureusement sont l'expression du fait qu'un nombre significatif de nos concitoyens, et j'ai peur que ce soit une majorité, considèrent que ça n'est plus, que le système démocratique ne leur permet plus de se faire entendre, et que les élus se sont détachés complètement de ceux qu'ils sont censés représenter. C'est un problème de fond. Vous n'avez pas répondu à l'argument. Je me le suis appliqué à moi-même pour qu'il n'y ait pas de polémique entre nous. Je suis député, je ne représente que 21% des électeurs inscrits dans ma circonscription, et vous aussi. Vous avez dénoncé la tentative de possibilité de minorité agissante, mais vous êtes élu, je suis élu par une minorité, une petite minorité. Donc comment nous créons les conditions que le peuple revienne voter? Et non pas que vous vous satisfassiez du fait que, comme cette minorité vous a désigné, restons-en là, et surtout ne créons pas les conditions qu'éventuellement ceux qui ne sont pas venus voter se disent que comme les règles démocratiques ont évolué, peut-être qu'il y a une possibilité nouvelle de pouvoir intervenir au cours d'une élection. Vous croyez, et c'est volontairement que nous n'avons pas proposé la loi organique parce que nous voulons parler du principe. Mais imaginez, chers collègues Balanant, je crois que c'est vous ou d'autres qui avez dit, bon, fixons le seuil de possibilité d'engager, de déclencher le seuil de révocation à 20%. C'est énorme. C'est énorme. Non, pardon. Alors, ce serait énorme. C'est le score que vous avez obtenu sans doute pour vous faire élire. Vous connaissez tous nos concitoyens, ce sont des braves gens. Personne n'a envie de s'amuser à convoquer en permanence des élections. Donc si quelqu'un arrive
à réunir 20% des électeurs d'une circonscription pour qu'éventuellement le processus de référendum révocatoire soit déclenché, vous le savez très bien, ça n'est pas par fantaisie, mais c'est parce qu'une part significative de l'électorat, que vous jugez d'ailleurs suffisamment légitime pour vous envoyer à l'Assemblée nationale, une partie significative de l'électorat dit « nous souhaitons là-dessus à nouveau replonger dans le bain du suffrage pour savoir si celui ou celle qui nous représente est vraiment légitime ». Donc c'est quelque chose de fondamental. En quoi cela aggraverait la situation? Cela ne ferait qu'au contraire l'améliorer, lui redonner un caractère vertueux, créer les conditions que les décisions qui sont prises le sont bel et bien dans l'idée que les décisions que nous prenons le sont au nom du peuple. Moi, je n'aime pas, ça a été dit plusieurs fois, quand je dis je n'aime pas, je m'inquiète que certains d'entre vous viennent ici dire mais il faut que nous puissions prendre des décisions parfois difficiles, courageuses. Tout ce champ sémantique qui vise à dire quoi? Il faut que nous puissions gouverner contre le peuple. Eh bien, je ne suis pas d'accord. Vous nous taxez de démagogie, mais imaginez à quoi nous en sommes arrivés, qu'ici, dans le temple de la République, des députés disent ce qu'il y a de bien dans ces institutions, c'est que nous pouvons agir même si le peuple n'est plus d'accord avec nous. C'est terrifiant d'un point de vue intellectuel. C'est terrifiant. Alors vous me renvoyez, tout à l'heure, ça fleure bon le robespierrisme, dites-vous. La belle affaire. Premièrement, le collègue Larrivé est parti. Je serai donc un marat de carton-pâte et il évoque la mémoire de Lepelletier de Saint-Fargeau. 2 députés assassinés à coups de poignard par des gens qui étaient contre un ennemi de la République. Je préfère être du côté de Jean-Paul Marat et de Lepelletier de Saint-Fargeau plutôt que de ceux qui assassinent les députés. Donc c'est un faux débat. C'est un faux débat. Et je suis fier d'être comparé finalement à ceux qui ont cherché à assurer la souveraineté populaire. Cet argument n'a pas de sens. Il y aurait eu des morts pendant la Révolution française, oui. Il y en a eu pendant tous les siècles de monarchie. Il y en a eu après. Il y a même Adolphe Thiers, dont il y a un tableau dans la salle à côté qui est célébré dans l'hémicycle, qui a massacré plus de 25 000 communards, sans que personne ici ne voit nécessaire d'enlever le tableau qui est à côté. Parlons sérieusement. Oui, l'histoire de France a été tragique. Mais au cœur de la Révolution française, il y a eu un débat qui était passionnant. Comment la souveraineté populaire s'exprime? Comment nous créons les conditions, même si nous sommes favorables à un système représentatif, qu'à tout moment, les décisions qui sont prises ne le sont pas dans une brutalisation par rapport à la volonté populaire, mais dans un lien vivant. Aujourd'hui, nous sommes arrivés à une situation de crise, je le répète, qui est particulièrement inquiétante. Monsieur le ministre est parti, Madame Schiappa, Madame la ministre, vous le représentez, mais tout à l'heure, au moins de grâce, il dit, mais alors avec votre système, au bout de 6 mois, on peut être évoqué. Non, monsieur le ministre, vous auriez dû lire le texte, nous proposons au moins au bout d'un tiers de mandat, c'est 18 mois. Et surtout, monsieur le ministre nous dit, finalement, il y a des élections intermédiaires, et puis c'est l'occasion de vérifier si tout se passe bien. Alors comme monsieur le ministre, garde des Sceaux, est un homme robuste, qui aime bien la polémique, je voudrais dire que quand même, la forme d'arrogance avec laquelle il m'a répondu, lui qui, comme ministre, est allé aux élections régionales, a obtenu seulement 9% de 30% des électeurs, c'est-à-dire 2% des voix, n'en a tiré aucune conclusion et vient ici parader en disant finalement il y a un système, on se présente aux élections. Comment voulez-vous que nos électeurs trouvent sérieux le fait que des ministres ont fait le choix d'aller devant les électeurs, ont ramassé des scores quasi résiduels, aucune conclusion n'en a été tirée, personne n'a été débarqué du gouvernement, ça continue. Collègues, ça ne va pas. Je veux dire, ça fabrique du dégoût, ça fabrique de la colère. Pourquoi tous ces ministres ont jugé bon d'aller se présenter aux élections régionales? Pour un poste? J'espère pas, je vous connais Madame Schiappa, vous êtes une femme désintéressée. Vous y êtes allée sans doute pour vérifier auprès des électeurs si vous aviez un soutien populaire dans votre politique. Et vous, comme d'autres, vous avez ramassé 9% de seulement de 30% des gens mobilisés. Vous n'en avez tiré aucune conclusion. Pas un seul ministre n'a changé, la politique n'a pas changé. Donc on est là face à un problème, à un système de blocage qui ne fait que pourrir la situation. Vous nous avez dit, nous avons mis en place la loi Confiance, le grand débat national après les Gilets jaunes, la Convention citoyenne pour le climat. La Convention citoyenne pour le climat, c'est un exemple intéressant. Vous n'en avez tiré aucune conclusion. Monsieur le Président, très minoritaire, je répète ce qu'a dit Monsieur le Président de la République, hormis 1 ou 2 mesures, je les garderai toutes sans filtre. Eh bien écoutez, il faut croire qu'il a décidé de mettre un sacré filtre, vu qu'hormis quelques mesures, il n'en a tiré aucune conclusion. Mais oui, c'est le sujet. Collègues, allez, soyez modestes. C'est la vérité, ce que je suis en train de dire. C'est la vérité. Chers collègues, allez-y, il n'est monsieur le pas rapporteur. exact, collègues, qu'il a été retenu l'ensemble des décisions de la Convention citoyenne sur le climat. Voilà, mais c'est cela, collègues,
cela a été utilisé comme un argument à cette tribune il y a quelques minutes pour dire que c'était la preuve que vous avez mis en place ce qu'il fallait pour rétablir la confiance. J'affirme que c'est faux. Alors je balaye quelques arguments, s'il vous plaît. Soyez élégant à défaut d'être convaincant. D'accord ? Bien, monsieur Parce Miel. que vous savez, chaque fois que vous prenez la parole, je peux vous en Monsieur dire le autant. rapporteur, Mais ne faites pas précisément, de dialogue. vous voyez, plutôt que d'être insultant ce qui ne vous honore pas, essayons de redonner des outils démocratiques pour que la polémique entre nous ne prenne pas ce côté blessant. Précisément, ce que je vous propose, c'est des choses qui existent dans certains pays, qui n'ont pas démontré ce chaos que vous décrivez, qui donnent des respirations démocratiques plus intéressantes, qui ouvrent la possibilité que le citoyen soit un acteur respecté et pas seulement ramené à celui de pouvoir intervenir une fois tous les 5 ans avec aucun droit entre-temps. Précisément, tout à l'heure, il a été dit qu'il y avait un caractère populiste à nos propositions. Et nombre de huistes ont été donnés, notamment par le collègue Euzet. Au bout d'un moment, une telle collection de huistes devrait impressionner idéalistes, irréalistes, surréalistes, populistes. Mais on touche le fond du sujet. Et j'en viens à ce qui sera peut-être une conclusion. Collègues, franchement. Je prends le mot à mon compte. Je prends le mot à mon compte, ce mot que vous jugez insultant. Populiste, c'est-à-dire quoi? De vouloir vérifier, quand on a l'honneur d'exercer ce mandat, que nous restons des représentants du peuple, que nous ne sommes pas à distance du peuple, que nous ne voulons pas agir contre le peuple. Populiste, oui, je le suis, mais je préfère cela à être populophobe, comme certains sont en train de le revendiquer ici, et à se satisfaire d'institutions qui, même quand elles ne rassemblent plus qu'une minorité de gens, continuent de tourner. Un président de la République, il y a fort bien longtemps, qui s'appelait François Hollande, avait même dit « ce qu'il y a de bien dans la Ve République, c'est que même quand on est impopulaire, on peut continuer d'agir ». Moi, collègues, cela me glace le sang. Cela me glace le sang quand les plus hauts responsables de la République trouvent normal des institutions qui permettent de continuer. La violence, je l'ai dit, la violence qui monte dans le pays, que nous condamnons tous, doit trouver une réponse pacifique, démocratique. Et même s'il faut plus se rendre aux urnes prochainement, nous nous rendrons plus aux urnes pour vérifier si ce que vous décidez, si ce que nous proposons a une adhésion populaire. Et ce qu'il y a de vertueux quand on convoque le peuple aux urnes, c'est qu'on cherche à convaincre, on cherche à faire campagne. Pour cela, il faut des programmes, il faut du temps pour que ces programmes circulent. Et je l'adresse aux collègues d'En Marche, à bon entendeur, salut. Il est temps que le président de la République se déclare candidat, parce que la manière aujourd'hui dont il se dissimule dans une non-candidature est aussi un mépris dans nos institutions. On ne prend pas le peuple par surprise, mais par les idées. Bien. Bien. Je vous propose d'appeler maintenant l'article unique de la proposition de loi dans le texte dont l'Assemblée a été initialement saisie. Bien. Puisque la Commission n'a pas adopté de texte, et donc nous commençons par les inscrits sur l'article. Nous avons plusieurs inscrits, en commençant par Monsieur Jean-Hugues Rattenon, pour la France Insoumise. Oui. Merci, Monsieur le Président. Madame la Ministre, mes chers collègues, cet article prévoit la révocation des élus. Nous l'avons compris, président de la République, députés, sénateurs, maires et autres élus locaux par référendum d'initiative populaire. Couramment appelé le RIC, ce référendum d'initiative populaire redonne la parole au peuple. En effet, le peuple est titulaire de la souveraineté et il doit pouvoir révoquer les représentants qu'il a élus. Il est vrai qu'il faut définir les règles de révocation. Un certain pourcentage du corps électoral inscrit sur le territoire de l'élu concerné à définir. Pourquoi le faire et pourquoi est-il nécessaire de pouvoir révoquer les élus? Premièrement, pour redonner goût à la politique, car nous ne pouvons continuer à constater que les électeurs boudent de plus en plus les urnes et nous ne pouvons pas rester sans agir. Une confiance rompue, car trop souvent, nous constatons des manquements à la fonction d'élu. Le peuple n'est pas dupe sur le comportement de certains élus ou groupes d'élus. Certains élus corrompus qui échappent à la justice, lourdement condamnés mais qui restent en poste. Certains élus qui ne respectent pas leur programme, ce pourquoi ils ont été élus. Certains élus qui ne respectent pas
la liberté, la dignité des gens. Certains élus qui baignent dans l'abus de pouvoir, des élus qui n'exercent pas leurs fonctions mais qui engrangent des indemnités, qui font avec, et nous avons des exemples d'élus concernés. Un mode de révocation de l'élu sera un moyen de rendre la fonction plus noble et un retour des électeurs dans l'isoloir. Cela permettra de faire fuir les prétendants à la fonction d'élu qui sollicitent le mandat pour des intérêts autres et non du peuple. Voter cet article, c'est faire preuve de responsabilité. Je vous demande de ne pas avoir peur du peuple et je vous demande d'excuser ma franchise. Je vous remercie. Monsieur Balanant, vous avez demandé la parole, vous êtes inscrit à l'article pour le groupe démocrate. Merci, Monsieur le Président. Dans vos propos tout à l'heure sur la défense de votre texte, Monsieur Corbière, vous avez parlé d'un sujet qui est un sujet que nous, au groupe démocrate, on trouve très important. Vous avez parlé de la responsabilité du peuple. Cette responsabilité du peuple, il faut effectivement la mettre en parallèle de la responsabilité de l'élu sur sa décision et sur les décisions qu'il a à prendre. Alors oui, Monsieur Corbière, c'est le peuple qui décide. Nous sommes entièrement d'accord avec ça. Mais un État, une démocratie plutôt, c'est justement des institutions, des règles. Et des règles qui doivent permettre la décision et qui doivent permettre cette prise de responsabilité du peuple. Avec ce que vous nous proposez, quelque part, on sort de l'état de droit puisque nous rentrons dans une ère de l'incertitude. Nous rentrons dans une ère où, au bout d'un an et demi... Excusez-moi, Madame Obono, je vous ai écouté, j'ai écouté votre collègue sans hurler. Laissez-moi parler jusqu'à la fin de mon propos. Allez-y, Monsieur Balanant. C'est justement ça la démocratie. Madame Obono, s'il vous plaît. C'est justement ça la démocratie et les propos... S'il vous plaît, chers collègues, on écoute l'orateur, c'est quand même le moindre des respects qu'on lui doit. On l'écoute. Allez-y, Monsieur Balanant. Les propos de Monsieur Corbière étaient intéressants d'ailleurs parce qu'ils nous montraient deux visions de ce que peut être la démocratie. Nous avons une vision qui fait que justement l'idée est de donner toutes les clés au peuple pour décider, d'assainir le débat public, d'être dans une démarche sereine et constructive. Et vous, nous l'avons vu, vous êtes dans une démarche tout le temps de la confrontation. De la confrontation à chaque instant de la démocratie. Et franchement, je pense que ce n'est pas ça. Et je vais conclure par les paroles d'un philosophe et d'une personnalité politique qui est chère à notre démocratie. Je la reprends pour nous. Je la reprends, je ne la connais pas par cœur, effectivement. Je conclus. La démocratie, c'est l'organisation sociale qui portera au maximum la conscience et la responsabilité civique de chacun. Et c'est Marc Sangnier qui s'exprime ainsi. Je vous remercie. Nous avons donc épuisé les orateurs. Nous passons donc aux amendements, en commençant par l'amendement numéro 1 de suppression de M. Chenu, qui ne me semble pas présent. Il y a plusieurs signataires, mais je ne crois pas qu'ils soient là. Monsieur Bill, Madame Houplin, Madame Le Pen, Monsieur Maisonneuve, Madame Pujol. Donc, il est non défendu. Et nous passons donc au vote sur l'article unique. Donc, nous procédons au scrutin. Je mets aux voix l'article unique. Vous avez regagné vos places. Le scrutin est ouvert. Le scrutin est clos. 89 votants, 89 exprimés, pour 16, contre 73. Il est donc rejeté. L'article unique ayant été rejeté, la proposition de loi l'est également.